Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief. Il reste encore 2 ans et demi pour les élections législatives, les 3e de la nouvelle constitution de 2011, ce qui signifie que nous sommes encore à mi-mandat. Mais aux grandes choses, les grands remèdes, et les partis politiques semblent, du moins pour les plus importants, lancés dans ce qui ressemble bien à une pré-campagne électorale. L'Istiqlal attaque sur la question de la langue et essaie de ratisser large, et le RNI égal à lui-même revient sur les questions économiques et en revendique en quelque sorte le monopole. Pendant ce temps-là, le PJD compte les coups, mais distille les petites phrases. Mais contrairement à la législature précédente, la situation politique reste quand même calme et apaisée, sans doute en raison de la personnalité des nouveaux dirigeants, moins portés sur les postures tribuniciennes et plus attirés par le discours serein et argumenté. En seconde partie, après la pause, nous irons en Algérie, où un mouvement de fond populaire, transversal, de plus en plus général, rejette la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika, malade et cloué sur son fauteuil. Depuis plusieurs jours, ce sont des milliers d'Algériens, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes d'Alger ou d'ailleurs, qui expriment leur colère face à un pouvoir militaire manifestement bousculé par cette lame de fond inattendue. Nous traiterons de ces 2 sujets avec nos invités. Abdelhamid Belkhta, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Jamal Barraoui, vous êtes éditorialiste à l'hebdomadaire Challenge. Et Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est parti. Après une montée en douceur, l'Istiqlal de Nizar Baraka plonge dans l'arène politique à travers la question des langues. Les termes sont forts et le positionnement encore plus rude. Pour sa part, Ad-Dakhla, le président du RNI Aziz Akhnouch a répondu à l'Istiqlal, puis attaqué le PJD qui l'accuse de vouloir endosser à son compte les politiques royales. Ambiance. Naïm Kamal, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pensez que ces différentes sorties des uns et des autres sont effectivement annonciatrices d'une campagne électorale avant l'heure? Il reste encore 2 ans et demi. Ça, c'est une question que, c'est un problème ou une histoire, si j'ose dire, que je ne comprends pas. Un parti est toujours en campagne électorale. Le lendemain d'une échéance électorale, il entre dans une nouvelle campagne. Dans le cadre de son activité normale. Oui. Mais là, ils sont dans leur activité normale, ils font des relations. Qu'est-ce que c'est l'activité normale d'un parti? C'est aller vers les militants, aller vers les sections, aller vers les régions, aller vers les citoyens. C'est ça l'activité normale. Donc, il faudrait que peut-être au Maroc, on arrête de dire, chaque fois qu'on voit un parti en train de bouger, que ce soit l'IRNI, le PJD, le Istiqlal, l'USFP, etc., bouger, de dire qu'il est en campagne avant l'heure. Il n'y a pas de campagne avant l'heure pour un parti. Il y a une présence permanente. Et quand ils ne font pas ça, on dit c'est de la léthargie, c'est de l'immobilisme. Donc il faut rester dans ce sens. Maintenant, il faut dire que les 2 partis, que ce soit le RNI, que ce soit le Istiqlal, ils ont du temps à rattraper, ils ont du retard. L'un, parce que la gestion de Hamid Chabat pendant son mandat à la tête de l'Istiqlal a causé beaucoup de dégâts, a désarticulé le parti et qu'il s'est trouvé dans une situation organisationnelle, je ne dirais pas désastreuse, mais vraiment, disons, handicapante. Et que Nizar Baraka est en train d'essayer, dans quelle mesure il va réussir, on verra en 2021, d'essayer de remettre en selle son parti, le parti dont il a hérité politiquement et du côté familial. Aziz Akhnouch est dans le même cas de configuration, même si c'est différent, puisqu'il a pris un parti qui était entré dans une longue période d'hibernation. Alors, avant d'entrer dans le détail des partis, on va continuer le tour de table sur est-ce que nous sommes ou non en période... Je terminerai avec le RNI, s'il vous plaît. Était entré dans une longue période d'hibernation, qu'au point aussi, lui aussi, était au lendemain des dernières législatives, c'est-à-dire 2016, dans un état désastreux, et que Mzouar, avec une longue hibernation dans laquelle lui aussi avait plongé son parti, faute d'activité, parce qu'il était occupé ailleurs, a aussi, ou devrait aussi, remettre le parti en marche. Alors, Naïm Kamal, Abdelhamid Belkhta pense que c'est normal de l'activité actuelle des partis. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Un parti doit toujours être en campagne électorale, même quand il s'agit d'attaquer des alliés ou de reprocher des choses à des alliés. Oui, je ne parle pas des bisbilles qu'il y a entre partis d'opposition et majorité, ça c'est à la limite normal, mais entre partis de la majorité. Actuellement une certaine transformation des partis politiques. Les partis politiques, n'importe quel parti politique devient actuellement un parti électoraliste en quelque sorte. Nous sommes devant des machines à gagner les élections. Nous ne sommes plus devant des partis de masse, avec des idéologies bien arrêtées, avec des organisations très, verticales, etc. Nous sommes devant des machines
qui ont un seul objectif, celui de gagner les élections. Maintenant, il est très clair que Arnouch se dit, bon, nous sommes au gouvernement, nous sommes quand même responsables d'un certain nombre de politiques publiques qui sont exécutées par ce gouvernement. Or, si nous voulons gagner les élections prochaines, il faut quand même se démarquer par rapport à ce qui se passe actuellement. Il faut dire aux électeurs potentiels du parti, bon voilà, si nous sommes au gouvernement, c'est parce qu'il y a des circonstances. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement. C'est une manière de dire nous sommes à l'intérieur du gouvernement, mais nous ne sommes pas responsables des politiques publiques qui sont parfois très libérales et que le parti ne partage pas avec le PJD. Donc c'est une manière de se désolidariser par rapport au PJD et c'est une manière de préparer l'électorat à voter RNI. Jamal Berraoui, campagne électorale, pas campagne, sont-ils dans leur droit, pas dans leur droit? Moi, je partage un peu ce qui a été dit. Je suis dans la même perspective que Naïm. Dans une démocratie représentative, les partis politiques sont en campagne tout le temps. Le problème qu'on a, nous, c'est que nous ne sommes pas habitués à une suractivité des partis. Nous avons 32 partis qui participent aux élections. Sur les 32, il y en a 25 ou 26 qu'on ne voit qu'à l'occasion des élections pour qu'ils puissent toucher les subsides. Ça s'arrête là. Là, le RNI, c'est très simple. Le RNI se dit qu'il va prendre la place du PAM et que si le PJD baisse, ce qui est fort probable, il va être premier. Et ils sont dans cette perspective-là. Ils ont déjà annoncé leur programme il y a plusieurs mois, puisqu'ils ont distribué tout un livre sur ce qu'ils veulent faire dans chaque département. Et donc, ils sont réellement en campagne avec cette idée-là qu'il faut qu'ils soient premiers. D'accord? Pour qu'ils prennent la primature. Istiqlal, comme a dit Naïm, Istiqlal est en reconstruction. Mais les gens au Maroc oublient que la vraie machine électorale qui existe au Maroc, ce n'est pas le RNI, ce n'est pas... Eux, ils ont des notables qui viennent. L'Istiqlal a une véritable organisation depuis toujours. L'Istiqlal est un parti très structuré autour d'une administration, autour des inspecteurs. Les inspecteurs du parti sont ceux qui tiennent les régions, ceux qui font... Et après l'épisode de la parenthèse Shabbat, Istiqlal veut retrouver des couleurs. Et ce n'est pas un parti qui est fait pour rester dans l'opposition longtemps. Il a déjà fait des allers-retours entre le gouvernement et l'opposition, mais ce n'est pas un parti qui va rester 30 ans dans l'opposition. Donc, ils sont en train de jouer leur place. Maintenant, les bisbis qu'il y a maintenant entre Istiqlal et le RNI sur la question de la langue, ils sont très vieux. Istiqlal a toujours défendu l'arabisation, la langue arabe et tout ça. Il en a fait un dogme avec beaucoup de dégâts au niveau de l'enseignement. Le RNI est en train d'essayer d'élargir sa base. Ils ont, comme vous avez dit, ils ont tous les départements économiques. C'est eux qui mènent les politiques libérales, c'est eux qui les mènent. C'est-à-dire que tout ce qui touche, s'il n'y a pas d'augmentation de salaire, s'il y a des augmentations de prix, tout ça, c'est le RNI qui en est responsable. Et ils font tout pour éliminer ça en élargissant. Donc ils parlent des questions de langue, ils parlent des questions d'assurance maladie, ils font un tas de... Justement, je reste avec vous. À ce niveau-là, Jamal Berraoui, entre les langues pour l'Istiqlal, entre l'emploi pour le RNI, entre un vide pour l'instant pour le PJD qui propose rien du tout, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une stagnation quelque part de l'offre politique par rapport à une société qui évolue et dont la demande augmente? Le grand problème du Maroc, c'est que l'offre politique, elle est pratiquement, au fond, elle est pratiquement la même. Pourquoi? Parce que le dogme libéral a infiltré tous les partis. Tous les partis, y compris ceux qui étaient prétendument de gauche, tous les partis sont devenus ultralibéraux. Et donc, si vous préconisez les mêmes politiques publiques, en fait, le reste, c'est de la phraséologie, parce que c'est les mêmes politiques publiques qui sont préconisées un peu par tout le monde. Et ça, c'est un peu dangereux, dans la mesure où il n'y a pas de réelle avancée sur la construction démocratique, dans la mesure où il y a un tas où le chômage n'a pas baissé d'un iota depuis 15 ans, on est toujours entre 9, 7 et 10,
Et donc, c'est un vrai problème. Moi, je crois qu'au lieu de se poser la question de qui va gagner les élections, de se poser la question de qui va voter. Alors ça, c'est une autre question, effectivement, qu'on posera dans quelques mois, quand ça va commencer à se confirmer, parce que, bon, on peut penser, effectivement, qu'il y ait au niveau de la demande politique, et là, je reviens à vous, Abdelhamid Belkhteb, je vous repose la même question qu'à Jamel. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, il y a une évolution de la demande? Il y a une population jeune, de plus en plus au fait de la chose politique, de plus en plus intéressée, du moins pas par la politique, peut-être pas par la politique marocaine, mais par la politique d'une manière générale, même ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un décalage quelque part entre cette offre politique et la demande? Oui, il y a un décalage. Ça, on peut le confirmer, tout simplement parce que, d'abord, la structure démographique a changé. Et ensuite, nous sommes devant une catégorie d'âge qui n'a pas encore, c'est-à-dire les jeunes, qui n'a pas d'expérience politique institutionnalisée, qui n'a jamais fait d'expérience au sein d'une organisation partisane ou syndicale. Du coup, nous sommes devant une masse, je dirais, pas apolitique, mais qui exerce la politique d'une autre manière que les partis politiques, puisque les partis politiques sont des organisations bien structurées, où il y a une certaine bureaucratie, où il y a une certaine institution qui pèse lourd sur les adhérents et sur les sympathisants. Nous sommes devant là des jeunes qui n'ont pas qui n'ont pas de contraintes sur ce point-là. Et du coup, l'offre qui est celle des partis politiques n'est pas toujours adéquate aux attentes des jeunes. Ces jeunes-là ont des attentes immédiates. Nous sommes maintenant actuellement dans une certaine perspective où la politique se joue à la minute presque. Donc dans l'immédiat, l'immédiateté devient en quelque sorte le critère de toute action politique. Or, vu les structures, la lourdeur des structures partisanes et la lourdeur des mécanismes de prise de décision dans ces partis-là, on voit très bien qu'il y a un décalage à répondre aux attentes de la rue et surtout aux jeunes. Et c'est pourquoi nous attestons actuellement un certain retournement de l'action politique, puisque la vraie action se fait au niveau virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Or, les partis sont loin d'être cyberactivistes, en quelque sorte, jusqu'à présent. Tous les partis politiques n'ont pas véritablement fait leur transition numérique jusqu'à présent. Et donc, nous sommes devant un terrain qui est plus ou moins vierge. Mais il n'a pas encore lui-même, il n'a pas encore fait sa transition quand même. Donc nous sommes devant un terrain. En question de transition, peut-être pas, effectivement. Un terrain qui est très réceptif. Nous sommes devant une masse qui est très réceptive, je le dis, je le répète toujours, au discours extrémiste et populiste, puisqu'il n'y a pas de socialisation politique institutionnalisée comme ça a été fait au sein des partis, des syndicats. Donc les jeunes, maintenant, sont très réceptifs à ces discours radicaux, à ces discours de tout genre populistes qui leur mènent la vie facile, enfin, en quelque sorte, puisque à travers ces discours-là, le changement devient facile. Le changement devient facile et en plus de cela, il y a une certaine perspective de désinstitutionnalisation de l'État. L'État n'est plus pour eux ce qu'il était auparavant. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de cadre institutionnel. C'est le jeune qui peut imposer sa vision. Alors, il y a un autre décalage, Naïm. On a parlé de décalage entre offre et demande politique. Et puis là, on est en train de parler des jeunes, on est en train de parler de la population, de l'opinion publique, différents segments de la société. Et en face, il y a les partis politiques. Mais qui y a dans les partis politiques? Il y a des personnages et des individualités. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème à ce niveau-là? Quand on regarde ailleurs dans le monde, un parti, c'est toute une communauté de personnes qui portent la parole du chef. Là, on a, par exemple, pour les deux dont nous parlons, Istiqlal et Reni, on a Aziz Akhnouch, qui mouille la chemise au propre comme figuré. D'ailleurs, on a vu sur les images. Et on a Nizar Baraka. À côté d'eux. Oui, il faisait très chaud à Dakhla. À côté, c'est pour ça que je vous disais au propre comme au figuré. À côté, l'Istiqlal, donc même chose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là, au niveau des partis, au niveau de cette communauté qui doit porter la parole du parti? Non, d'abord, je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que dans un système démocratique, un parti qui n'est pas une machine à élection n'est pas un parti. Parce que c'est quoi la vocation d'un parti, sinon d'aller au gouvernement, et comment aller au gouvernement, sinon en obtenant la majorité parlementaire, et comment obtenir la majorité parlementaire, sinon en gagnant des élections, en étant une bonne machine bien huilée.
Maintenant, pour répondre à vos questions, non, moi je n'ai pas cette impression. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui le PJD est en train de dormir? Je vous assure qu'ils sont dans les quartiers, qu'ils sont dans les rues, ils sont dans les venelles, ils sont dans les cellules, ils sont en train de travailler. Idem pour les autres partis, ils ont des sections, ils ont des conseils régionaux, ils ont des fédérations régionales, chacun selon son type d'organisation. Sauf que, évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, ce sont les chefs de parti qui sont les plus médiatisés. Les autres travaillent quotidiennement. Il y a un travail quotidien qui se fait dans les sections. Et c'est ça le travail d'un parti, c'est d'être présent tous les jours. D'abord d'écouter les gens, de recruter de nouveaux gens et d'essayer de donner la plus large audience. Mais alors là, au quotidien, un parti. C'est comme, vous me parliez de la toile. La toile, exactement, c'est le même profil que celui il y a les influenceurs, les leaders d'opinion, qu'on appelle les leaders d'opinion, qui sont plus en vue que les autres internautes. Mais il y a les gens qui sont tous les jours sur Internet, moi je le vois, et qui réagissent, qui commentent, qui posent des questions. Et puis il y a ceux qui interviennent pour répondre et pour donner le là. C'est comme ça, c'est une organisation. Peut-être qu'on devrait avoir des secrétaires nationaux peut-être plus visibles, peut-être. Mais je crois qu'on est dans une configuration classique, mais indépassable. Vous êtes d'accord avec ça, Jamal Berraoui? On a suivi tous autour de la table la politique marocaine depuis une bonne trentaine d'années, au moins, peut-être plus pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que dans le temps, excusez-moi, dans le temps, il y a 10, 15 ans, 20 ans, on avait justement beaucoup de personnes qui parlaient. Et maintenant, avec cette immédiateté de l'information, de l'instantanéité, il y a peut-être une réponse à faire et c'est là où il y a peut-être un décalage. Non, il faut différencier quand même les partis. Ce à quoi vous faites référence, c'était le vieux parti de militants. C'est-à-dire que vous avez un parti, prenons l'ICFP par exemple, c'était un parti de militants avec plusieurs courants, avec plusieurs trucs, et donc les gens, le débat interne faisait ressortir plusieurs personnalités qui étaient visibles. Là, on est passé à totalement autre chose. Là, vous avez besoin d'un capitaine du navire, qui bien sûr se fait aider par les cadres du parti, mais l'objectif est très clair, il a un mandat pour faire avancer son parti au niveau des élections. Mais le vrai problème, il est politique. Comme il n'y a pas de débat public, comment voulez-vous faire ressortir des jeunes de l'Istiqlal ou des jeunes... Le seul parti, et ça me fait mal de le dire, mais le seul parti qui a encore cette caractéristique de parti de militants, de parti, c'est le PJD. Et donc, mais les autres partis, comme il n'y a pas de débat public qui soit intense, comme il y a pas, depuis tout à l'heure on parle de RNI, Istiqlal, mais finalement, si vous voyez sur le plan politique, public, choix et tout ça, tout cela se ressemble. Donc, comme il n'y a pas vous ne pouvez pas faire ressortir des individualités comme ça, juste par hasard, parce qu'un jour vous allez trouver que c'est un jeune qui est intéressant au sein de Istiqlal et la presse va s'y intéresser, c'est pas possible. Par rapport à l'Internet, je m'excuse de vous reprendre, s'il y a un parti qui utilise l'Internet, qui est omniprésent, c'est le PJD. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une partie de ses militants qui est dédiée à ça. Ouvrez n'importe quel forum, dès que vous parlez du PJD, vous avez 5 ou 6 personnes qui vous envoient la même missive. Voilà. Donc, c'est un parti omniprésent sur la toile. Le problème du PJD, il est très simple. En 2012 et en 2017, il a eu des voix qui ne sont pas lui. Il a eu des voix qui viennent de gauche. Ce sont des gens qui sont laïcs, qui ont voté PJD en pensant défendre la démocratie, aller vers la... Après ce qui s'est passé, le blocage, le départ de Boukaidan, ils vont perdre ces voix. Et ils le savent. Donc ils essayent de se recentrer sur leurs sympathisants habituels, sur leur capital, en utilisant le mur, en utilisant l'organisation. Alors pour revenir, excusez-moi, Jamal Berraoui, Abdelhamid Belkhatab, Jamal Berraoui dit que le PJD a récupéré une certaine partie des voix de gauche. Où en sont les idéologies de gauche maintenant, justement? Est-ce que c'est pour ça que ces partis reculent ou pourquoi? Justement, on parle actuellement d'une certaine crise partout dans le monde des partis de gauche. D'abord parce que l'idéologie de gauche
est en train de se métamorphoser quelque part, de connaître des mutations très profondes, et ensuite parce qu'il y a ce triomphe du libéralisme, un triomphe qui est écrasant un peu partout dans le monde. Ajoutant à cela que nous assistons dernièrement à une certaine professionnalisation de l'action politique. Ce ne sont plus les militants de gauche qui sont en train de faire de la politique, mais ce sont des professionnels de la politique. Et du coup, ces partis qui étaient dépendants de l'action des militants sont devenus de plus en plus dépendants de l'électorat, d'un électorat virtuel en quelque sorte, puisqu'il y a une certaine transformation de ces partis en partis électoraux. Nous sommes devant des partis pour des machines à gagner les élections. Or, si vous avez des partis qui sont, comme le RNI par exemple, qui sont très voués à ce jeu-là et à cette action-là, les partis de gauche ne sont pas préparés parce qu'au départ, tout d'abord, ils ont maintenu leur structure de partis de gauche. Ils n'ont rien changé. Leur idéologie toujours de gauche. Mais avec cela, ils veulent tout simplement se transformer en parti d'électeurs. Et pourtant, ils n'arrivent pas à saisir cet électorat. Ils ont commencé une ouverture, et d'ailleurs on l'a vu avec l'USFP à un certain moment, une ouverture sur les jeunes, sur les non-militants classiques pour justement attirer plus de jeunes envers eux. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que le discours politique a changé, la donne démographique a changé, et puis ces partis-là n'ont pas encore fait leur transition, parce que lorsque vous voulez devenir un parti d'électeurs ou un parti professionnel des élections, vous devez quand même apporter un certain nombre de changements à l'intérieur du parti lui-même, au niveau du discours aussi, puisque vous ne pouvez plus convaincre un jeune de voter pour vous uniquement parce que vous avez de belles idées. Ce n'est plus possible parce que votre idéologie est, je dirais, bonne par rapport aux autres. Ce n'est plus possible. Maintenant, il va falloir trouver d'autres créneaux pour pouvoir attirer plus d'électeurs. Et je crois que c'est là où peinent actuellement les partis de gauche à trouver justement un terrain qui peut leur assurer cette transition. En fait, aux nouvelles réalités. Ah, oui. Alors, quand on parle de campagne électorale ou de pré-campagne électorale, Naïm, on parle effectivement, on a parlé jusque-là effectivement des sorties médiatiques ou en meeting des différents chefs de parti. Vous avez dit tout à l'heure que ces partis-là travaillent en dessous. Alors, est-ce qu'on peut considérer le PJD, il est où finalement? Est-ce qu'il fait sa campagne électorale d'une manière plus discrète? Mais comme c'est la fin de la première partie du débrief, vous allez répondre à ça tout à l'heure. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous, nous reprenons cette deuxième partie du débrief et avant d'aller en Algérie, nous poursuivons notre discussion sur ce qui ressemble bien à une campagne, une pré-campagne électorale. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Jamal Braoui, vous êtes éditorialiste à l'hebdomadaire Challenge. Abdelhamid Blkhta, vous êtes politologue ici à Rabat, c'est-à-dire à l'université Mohamed V. Et Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Naïm, juste avant la pause, je vous posais la question de où se trouve le PJD dans cette activité partisane, on va dire. Il se trouve là, on l'a laissé, aux prises avec ses problèmes internes, avec les Benkiranistes, les Azmanistes, les Abdelalistes, tous les istes qu'on peut mettre sur les têtes d'affiche du PJD. Évidemment, je crois que Jamal a dit quelque chose tout à l'heure d'assez pertinent. C'est quand il a dit, en comparant les chiffres des scrutins, en disant que le PJD, lors de dernières législatives, avait bénéficié d'un apport qui n'est pas islamiste, d'un apport qui est soit de gauche, soit du centre, mais de gens qui ont voulu mettre au pas les autorités publiques, c'est-à-dire pour essayer de sauvegarder, non pas le PJD, mais ce qu'ils ont cru à un moment être la démocratie. Depuis, ils sont revenus de leurs illusions. Ils ont vu que le PJD, ou du moins les leaders, ou les meneurs, ou les têtes, les chefs de file du parti, sont comme tous les autres, qu'ils ont leurs défauts, qu'ils ont leurs faiblesses, que ce sont des êtres humains qui ne sont pas vraiment drapés de la vertu comme on pourrait le croire,
Et c'est un manque électoral qu'ils vont essayer de rattraper. Comment, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que leur travail habituel de prêche, de prédication, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qu'ils savent faire le mieux. Ça se fait plus au niveau du PJD, c'est plutôt le MUR qui fait ça, le mouvement Unicité Réforme, c'est pas le PJD. Pardon ? C'est pas le PJD qui fait ça, c'est le MUR, c'est le mouvement Unicité Réforme qui fait ça. Ils ont bien fait une distinction entre les deux. Vous voyez vraiment la différence. Vous voyez vraiment la différence entre le MUR et le PJD. Ça, c'est une différenciation factice. Il n'est pas réel. Ce sont des agencements pour mettre en marche et encadrer tout ce qu'il faut encadrer. Mais sinon, c'est une même médaille avec... Non, mais d'un point de vue formel, il n'y a plus de discours religieux au niveau du PJD. Vous dites bien d'un point de vue formel. Vous dites bien d'un point de vue formel. Donc, la loi est respectée. Dans les faits, le PJD, c'est... D'abord, on a longtemps cru que c'est le MUR qui imposait sa loi au PJD. On a vu tout au long de ces 7 dernières années ou 8 dernières années que c'est le PJD qui imposait, donc c'est le politique qui impose au MUR les directions à prendre, même s'il le fait avec beaucoup de réticence. Voilà, donc moi ce que je voudrais dire, ajouter, parce qu'on en a parlé, quand on commence à analyser les partis à l'aune des électorats, il faudrait d'abord retenir une constante qui est là depuis l'indépendance du Maroc, depuis les premières élections des années 60. Nous avons, peut-être à l'exception des municipales de 61 et les législatives de 63, le taux de participation atteint son plafond de verre avec 50%, ça, quand il y a vraiment un fort taux de participation. C'est universel maintenant. Non, je parle moi de maintenant dans la durée de l'histoire, pas dans l'universalité. Et donc, quand on dit les électeurs, il y a une défiance, mais cette défiance est réelle parce qu'il n'y a pas une culture démocratique, il n'y a pas une culture de vote, il n'y a pas une culture de choix encore bien instaurée, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment fait quelque chose d'assez conséquent pour qu'elle s'installe dans les mœurs de la société marocaine. Alors, pour rester avec le PJD, Jamal Barraoui, vous ne pensez pas qu'il y a justement quelque chose qui est en train de se passer? Il y a l'ancien chef du gouvernement qui a dit qu'il revenait en politique. Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation, en fait, pour reprendre d'une autre manière ce que dit Naïm, une adaptation du PJD en vue des prochaines élections, mais très discrètement? Le PJD a un vrai problème politique. Au-delà des combats de chefs, des chefs, il a un vrai problème politique. En 2017, il a privé les Marocains d'un véritable choix en 2016, autour du bilan du gouvernement précédent. Ilham Kiran avait trouvé dans le PAM et le fameux Tahkoum, il avait trouvé une manière pour en fait engranger des voix, parce que c'est pour ça que j'ai dit beaucoup de gens ont voté pour eux en disant on va défendre la démocratie. Et donc, il avait trouvé ça, il avait évité de parler sur son bilan et nous a fait le fameux coup, on ne m'a pas laissé travailler. Donc, mais là, ils ne peuvent plus, d'abord parce qu'ils y sont allés en connaissance de cause. Les ministres qu'il y a maintenant, ils étaient déjà ministres, donc ils ne peuvent pas nous refaire le coup. Donc, ils seront obligés, pour la première fois, ils seront obligés de mener une campagne sur la base d'un bilan. Ce n'est pas très facile. Pour l'avoir fait au nom d'un autre parti, ce n'est pas très facile. Ils vont dire ce qui est bien, c'est nous, ce qui est mauvais, c'est les autres. C'est simple, parce qu'il y a une coalition. Non, c'est parce que le chef de gouvernement leur appartient. Cette fois, ils ne pourront pas venir dire aux Marocains on ne nous a pas laissé travailler, les autres partis sont mauvais. Ils doivent assumer le bilan. Or, le bilan n'est pas très reluisant. On n'a pas eu la répétition de l'épisode Shabbat, la sortie du gouvernement. Donc, ils ne peuvent plus utiliser cet argument. Et je pense qu'ils y réfléchissent et qu'ils voient un peu, quand je vois le dernier discours au Parlement, c'est l'Atmani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne comprends pas la signature trop ambiante, je ne comprends pas ça, moi je sens... Et en fait,
taux de croissance en berne, taux de chômage en augmentation, les salaires, il n'a rien fait sur le dialogue social. Tout ça, ça va leur revenir au visage. Ils ne pourront pas trouver de sortie. Donc, ils sont en train de réfléchir. Si vous ajoutez à ça le fait que, selon les proches de Ben Kairan, il est dans la perspective de revenir, mais il est dans la perspective de revenir dans un parti qui a perdu les élections. Et donc de revenir pour entamer une nouvelle ère du PJD à l'opposition. Il devrait rembourser la retraite. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est vous qui le dites. Encore une fois, on reste au niveau de la loi et ce qui lui arrive est légal. Mais quand on parle du PAM, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du PAM, qui se fait un peu discret. Mais Abdelhamid Belkhtab, et ce sera la dernière question pour ce thème. En 2016, on se rappelle qu'il y avait une polarisation de la vie politique entre le PJD et le PAM. En fait, ça se passait entre les deux. À l'époque, c'était Ilyas Omari pour le PAM et Ila Ben Kairan pour le PJD. Pour 2021, les choses semblent changer. Le PAM est beaucoup plus discret. On ne sait pas ce qui va lui arriver d'ici à 2021, mais on parle beaucoup de Istiqlal et RNI. Comment vous voyez la configuration politique pour 2020, la campagne électorale, et pour 2021, l'élection? Vous l'avez dit vous-même, le PAM est en train de perdre du terrain, lui aussi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait des attentes qui ont été formulées à l'égard de ce parti-là. Or, les résultats des élections ont fait que ce parti n'a pas pu véritablement accomplir la fonction pour laquelle il a été créé, à savoir celle de stopper l'avancement des pigidistes. On voit très bien. Maintenant, la nouvelle configuration qui se pose de manière, je dirais, plausible, c'est une configuration tripartite, en quelque sorte, où il y a d'abord le RNI, le parti Istiqlal, qui sont là des partis qui sont propulsés vers l'avant actuellement, et puis on verra le parti qui peut soutenir, est-ce que c'est le PAM? Je crois que le PAM peut jouer aussi dans cette configuration-là. Mais il y a d'autres partis qui peuvent justement, et qui sont qui ont une certaine légitimité politique, à savoir le mouvement populaire et d'autres partis qui peuvent jouer ce rôle-là. Donc on ne sait pas très bien. Mais de toute manière, nous savons très bien que les deux grands partis vers les élections, aux élections de 2021, c'est le RNI et le parti Istiqlal, tant qu'il n'y a pas de séisme politique majeur. Donc, tant que les choses vont de cette manière-là, ce sont là les deux grands partis. Et puis, la troisième place reviendra soit au PJD, en cas où on va considérer qu'il est redevenu en quelque sorte, ou qu'il est devenu un parti normal comme les autres. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il est en train de se transformer actuellement. On voit le poids actuel des parlementaires au sein du parti et des ministrables au sein du parti. On voit que nous sommes devant un parti qui se professionnalise petit à petit. Donc, on verra. Et puis, vous avez le SFP, le parti qui ne peuvent pas vivre loin du pouvoir aussi. L'USFP et surtout le parti, le PPS. Donc nous sommes devant des partis qui, je crois, peuvent intégrer le gouvernement prochain ou la coalition gouvernementale prochaine, puisqu'ils ont plus ou moins une certaine crédibilité, et on verra. Eh ben on verra. Pour l'instant, on parle beaucoup du PJD, du RNI, de l'Istiqlal, un peu du PAM. Vous avez parlé aussi des autres. On va bien voir. Donc, on va attendre 2021 pour voir ce que valent nos analyses. Et on va aller en Algérie où l'élection, c'est tout de suite, ou plutôt dans un mois et demi. Alors, le faux suspense a duré quelques mois avant que l'annonce officielle, sa candidature, ne soit signée par le président algérien sortant, Abdelaziz Bouteflika. Ça sera fait en fin de semaine. Grabataire soutenu par un pouvoir militaire. Bouteflika cristallise un rejet auprès de larges franges de la population, ainsi qu'on l'a vu. Dans toutes les grandes villes du pays, les observateurs et analystes sont unanimes à dire que personne ne sait comment tout ça va finir. Naïm Kamal, est-ce que vous le savez, vous? Est-ce que vous en avez une idée de comment tout ça va finir? J'espère que ça va bien se finir. Bien entendu qu'on l'espère. Parce que je ne dis pas ça sur le ton de la plaisanterie. Je dis le plus sérieusement du monde. C'est-à-dire, il n'est jamais bon d'avoir un voisin instable. Il n'est jamais bon d'avoir un voisin qui peut constituer pour vous une source de déstabilisation. Donc il faut espérer
que les Algériens qui sont en train de vaincre leur peur, qui sont en train de sortir dans la rue, qui sont en train de faire de l'inédit, c'est-à-dire de ce qu'on n'a même pas vu pendant la guerre civile, piétiner les portraits du président. J'espère que ces Algériens vont trouver en eux-mêmes assez d'intelligence, assez de clairvoyance pour pouvoir trouver une sortie qui assure, disons, l'honneur des uns et des autres. D'accord. Il faudrait, parce que vous m'avez demandé ce que ça pourrait, comment ça va se terminer. Ça peut se terminer de plusieurs façons. Parce qu'aujourd'hui, dire comment ça va se terminer, personne ne peut vraiment prévoir. Mais il y a un mouvement qui risque de devenir irréversible. J'espère que pour l'Algérie, qu'ils ne vont pas rentrer dans ce cycle et que les patriarches ou les oligarques de l'Algérie vont trouver la voie de la sagesse et retirer le 5e mandat parce que ça n'a pas de sens. Alors, ça n'a pas de sens. Vous avez dit que c'est jamais bon de voir un pays voisin déstabilisé. Moi, je dirais que c'est jamais bon de voir une société, quelle qu'elle soit, déstabilisée, et a fortiori quand c'est un voisin. Mais c'est vrai qu'il y a une ébullition, qu'il y a quelque chose de nouveau, d'inédit, de particulièrement pacifique, porteur, à la limite même émouvant. Jamal Berraoui, après 5 ans sur un fauteuil, ou 6 ans, après des apparitions en public qui sont de plus en plus rares, comment ça se fait, d'après vous, qu'on n'ait trouvé que Abdelaziz Bouteflika pour être candidat du système, on va dire, du système politique? C'est la preuve de la grande faiblesse du système. Le système est à bout. Il est à bout et auparavant, on connaissait les généraux les plus influents. C'était la DRS et à côté. Maintenant, apparemment, Gates ne tient pas toute la maison. Et donc, les différents généraux... Hein? Vous parlez de Gates Salah, le ministre de la Défense. Chef d'état-major, ministre de la Défense et tout ça, ne tient pas toute la maison. Et donc, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur un candidat. Et deuxièmement, le système a créé lui-même un contre-pouvoir à l'intérieur du système. Je vais m'expliquer. Ils ont créé un faux, mais vraiment faux, économie privée. Ils ont un faux privé. Ce privé, c'est en fait les porte-flingues ou les porte-noms financiers des généraux. C'est eux qui tiennent un peu l'économie. Et ces gens-là, eux aussi, commencent à avoir leur mot à dire sur la marche du pays. Parce que c'est eux qui apportent l'argent. Et c'est une situation en Algérie, on a un système qui est essoufflé, mais en même temps qui n'arrive pas, mais alors vraiment pas du tout, à faire la moindre ouverture. Parce qu'il craint à la moindre ouverture de pouvoir s'affaisser. Et donc il devient de plus en plus conservateur au niveau politique. Il se referme encore plus. Il se referme encore plus. Et c'est là le danger. Vous avez demandé à Naïm. Moi, j'ai de grosses craintes. J'ai de grosses craintes parce qu'un système comme ça, qui n'arrive pas à faire la moindre ouverture, c'est un système qui ne peut aller que vers la répression. Or, le peuple algérien a eu peur de tout affrontement depuis la guerre civile, depuis les 10 ans. Rappelons-nous, en 2011, il y avait 14 associations et partis qui ont appelé à manifester. Il y avait 400 manifestants. Ils leur ont mis devant 5000 militaires. Ils sont rentrés chez eux, il n'y a plus eu une seule manifestation en Algérie durant tout le printemps arabe. Maintenant, quand on voit toutes ces manifestations... Alors, personne n'a appelé, personne n'a appelé, tout le monde est sorti. Donc, moi, je crains que j'ai les mêmes espérances que Naïm. J'espère pour l'Algérie qu'il y aura une ouverture démocratique et qu'ils pourront continuer à vivre ensemble. Mais je crains fort que ceux qui gouvernent réellement l'Algérie ne soient pas de cet avis. Alors, Abdelhamid Belkhsab, justement, pour revenir sur ce que dit Jamal Berraoui, il y a toujours eu cette peur du chaos ou cet épouvantail
qu'on mettait devant les populations. Attention, rappelez-vous de la guerre civile, rappelez-vous des massacres qu'il y a eu, rappelez-vous de tout. Là, il y a certains jeunes qui disent de toutes les manières, on était jeunes, on était pratiquement même pas nés, donc on a moins peur. Comment on peut expliquer sociologiquement donc ces manifestations qui sont sorties d'une manière tout à fait spontanée et massive et pacifique, et de l'autre côté, une retenue, j'espère encore, contrairement à ce que pense Jamal, l'apaisement. Qui joue l'apaisement. Comment vous pouvez expliquer ces choses-là? Comment on peut les expliquer? Comment on peut prévoir ce qui va se passer dans les quelques jours, dans les quelques semaines qui vont arriver? Oui, on sait très bien que n'importe quel gouvernement dans le monde ne peut pas se maintenir uniquement par la violence et la force. La terreur peut maintenir l'ordre pendant un moment. Et puis, il faut faire d'autres choses. Il faut faire un jaillissement comme ça. Voilà, des ouvertures. On ne peut pas gouverner uniquement par la force. Et ce qui a été fait jusqu'à présent en Algérie, c'était gouverner par la force, et gouverner aussi à la lumière d'un mythe qui est celui de la Révolution. On voit très bien que nous sommes devant un pays qui est devenu prisonnier de la Révolution algérienne. Oui, c'est vrai, la Révolution algérienne a pu libérer le pays depuis 1962. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pas grand-chose. On voit très bien que, immédiatement après l'indépendance, un régime politique stratocratique a été instauré, où seuls les militaires gouvernaient le pays. Et puis, il y avait un certain équilibre de pouvoir au sein du pouvoir en Algérie, un certain équilibre entre les généraux. Et à un moment donné, personne ne pouvait bousculer personne. Et petit à petit, avec le vieillissement, on voit très bien que le régime n'arrive plus à recruter de nouvelles élites. Et c'est le renfermement sur soi-même. On voit très bien que ceux qui gouvernent actuellement, ce sont tous des gens qui ont plus de 70 ans. Et ils ont du mal à recruter de nouvelles élites pour pouvoir maintenir le pouvoir et le prolonger dans la durée. La peur chez les jeunes, au départ, ça a fonctionné, mais surtout avec l'expérience de la guerre civile. Mais maintenant, la guerre civile, c'est de l'histoire. Ces jeunes-là se sont libérés de cette peur immédiate de la guerre civile. Ceux qui sont nés avec la guerre civile, ils ont 20 ans maintenant. Ah, voilà. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont pas connu la guerre civile et ils veulent une certaine ouverture du régime. Comment les choses vont évoluer? On voit très bien que actuellement, il n'y a pas d'autre issue que de choisir dans l'immédiat un autre candidat que Bouteflika. Autrement dit, c'est de l'ironie. Hein, c'est pas soutenable en quelque sorte. Quelqu'un qui est malade, et ça fait maintenant plus de 5 ans, qui n'arrive plus à subvenir à ses propres besoins et moins à gérer tout un pays. Donc on sait très bien que personne n'a confiance et personne n'est sûr de la candidature de Bouteflika. Et pourtant, on le maintient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de débat au sein du pouvoir sur comment on peut ouvrir les portes, d'ailleurs, et comment recruter de nouvelles élites. Voilà. Comment on peut se maintenir au pouvoir. Je crois que s'il n'y a pas d'ouverture dans les mois à venir, nous assisterons à une certaine crispation politique au sein du pays. C'est vrai, de toute façon, légalement, ils ont encore 5 jours. Absolument. Parce que la fin des dépôts de candidature, c'est le 5 mars. Donc, s'ils ne trouvent pas une solution d'ici là, ils sont obligés de maintenir ils sont obligés de le faire élire. Quand on voit les gouvernants actuels, les deux qui sont les plus visibles, les plus connus, du moins à l'extérieur, ce sont Abdelaziz Bouteflika, qui était colonel pendant la guerre d'indépendance. Colonel. C'est ce qu'on dit, voilà. Et Gaïd Salah, qui était simple maquisard. Donc c'est toujours un retour. Alors on a M. Kamal, la Révolution, le FLN, les martyrs, c'est plus vendeur tout ça? Vous disiez un instant, excusez-moi, que ceux qui... Avec la guerre civile. C'est 25 ans, parce qu'ils avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc ça leur parle encore moins, la Révolution. Non, je pars du principe que je prends la dernière année de la guerre civile, 99. Oui, ils ont 20 ans. C'est-à-dire des gens qui sont nés, qui n'ont aucune empreinte directe. Parce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans peut être imprégné
par l'atmosphère de la guerre civile. Là, je prends celui qui est vraiment né avec la fin de la guerre civile. Il a aujourd'hui 20 ans. Qu'est-ce qu'on dira maintenant de la Révolution, où il y a pratiquement 15% d'Algériens qui s'en rappellent? Il y a peut-être que Bouteflika qui survit encore à cette révolution. Parce que finalement, il y a peu, les moudjahidines sont en train de s'éteindre. Ça fait 60 ans. Si on imagine, ça fait 60 ans que l'Algérie est indépendante. Si vous prenez que des gens sont engagés à 15 ans ou 20 ans dans la Révolution en 52, ou en 54, ou en 56, ou en 58, ben, ils ont aujourd'hui tous dans les 80 ans. C'est-à-dire une génération éculée. Maintenant, vous me dites le FLN, la Révolution, c'est très bien. Ben merci, vous avez fait votre devoir, vous avez fait votre devoir, vous en avez profité, vous avez été honoré, vous avez été célébré. Ben, d'accord, vous avez gagné ce que vous deviez gagner, maintenant, place aux autres, faites de la place s'il vous plaît. Donc cette histoire, et là, l'Algérie n'est pas en train d'échapper à ce qui arrive un peu à toutes les révolutions, c'est qu'elle est dévorée par ceux-là même qui l'ont réalisée et qui l'ont faite. C'est là le drame d'une révolution. C'est quand ses propres artisans commencent à la dévoyer par la suite et qu'elle devient, disons, la contre-révolution dans les comportements et toutes les promesses sont rangées au placard et on fait naître on a vu ça dans plusieurs pays du tiers-monde. Rare, même dans des pays européens comme l'Europe de l'Est ou comme l'Union soviétique. La Chine est en train peut-être d'échapper à cette règle. Le Venezuela n'a pas échappé à cette règle. Justement, je voulais en venir, parce que quand on voit tout ce qui se fait au niveau du monde... Oui, le Venezuela n'est pas en train d'échapper à cette règle. Cuba n'a pas échappé à cette règle. Donc, on est dans une configuration finalement banale. Finalement banale de ce dont on fente les révolutions. Parce que un pays, pour qu'il vraiment trouve sa voie, puisse enraciner et créer des traditions, des réflexes, il lui faudrait plusieurs révolutions. C'est la vérité historique, pas une seule révolution. Une première révolution, ça vous donne que la première révolution de l'Algérie, ça a été de libérer le territoire. Maintenant, la deuxième révolution, c'est de libérer l'homme, c'est-à-dire la pensée de l'homme, pour qu'il puisse penser librement, s'exprimer librement, construire librement, et après, une révolution qui puisse libérer l'économie d'un pays. On a besoin d'autres révolutions dans ce pays et ailleurs aussi, pour que finalement on arrive un jour peut-être à bâtir un système stable qui va tirer le pays pendant un siècle et demi, parce que jamais rien n'est acquis. En une minute, Jamal Braoui, est-ce que vous pensez que quel que soit le cas, on ne pourrait pas espérer un sursaut social ou un sursaut populaire pour fonder finalement ce Maghreb et pouvoir travailler et pouvoir faire des choses intéressantes? Le Maghreb, moi, je n'y crois pas beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a l'affaire du Sahara. Je n'y crois pas du tout parce que les problèmes ne sont pas identiques, d'abord, que deuxièmement, il y a des problèmes d'État-nation à régler. En Algérie, la question kabyle est très pressante. Elle est même oppressante pour les gens qui... Les dernières élections en Kabylie, ils ont connu un taux de participation de 2%. Donc c'est vous dire que l'État-nation n'est pas réglé. Donc dissoudre ces États-nations dans un grand ensemble, j'y crois pas beaucoup. Donc on va espérer que tout se passe bien pour nos amis algériens. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.